Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui se présente à vous là tout de suite sous sa forme d'Extra Ball, notre récréation hors format qui va nous servir aujourd'hui à évoquer Silvio et les autres, le nouveau film de Paolo Sorrentino, chouchou absolu de ma camarade Perrine Quetzon qui est là pour en causer. Salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné Extra Ball spécial Silvio et les autres et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Alors Silvio et les autres, si je ne m'abuse, Perrine, ça parle de Silvio Berlusconi. Est-ce que c'est ça? Bien joué, ouais c'est ça. C'est ça, C'est ok, ça. bon jusque-là j'avais bien suivi. Précisément ça nous raconte quoi? Alors précisément, ça nous raconte quoi? Ça nous raconte juste une période assez courte en fait de la vie de Berlusconi, qui est encore vivant au demeurant. Mais on est vraiment sur l'année 2009 de Berlusconi. Il est plus au pouvoir, il veut retourner au pouvoir. Il veut faire son comeback. Il lâche pas l'affaire. Et donc c'est comment il va remettre les choses en marche. Mais ça c'est vraiment la toile de fond. C'est pas tellement ce qui intéresse, même si ça en fait partie, mais c'est pas tellement ce qui intéresse Paolo Sorrentino dans le film. Le film, il faut savoir que la version qui sort en France de 2h30, c'est une version tronquée. Elle est sortie en Italie sous le nom de Loro, en 2 parties. Le film fait plus de 3h30. Les deux parties côte à côte font plus de 3h30. Voilà. Et nous, on a eu le droit à une version tronquée. Et ça se sent un petit peu, pour être honnête. On sent quelques coupes. On sent parfois même la mise en scène, je trouve, de Paolo Sorrentino, qui est une mise en scène très, pour ceux qui ont vu du Sorrentino, très grandiloquente, toujours très impressionnante. Il prend le temps de poser sa caméra. Il fait des grands plans, souvent de bacchanal, comme ça, assez impressionnantes, qui là sont un tout petit peu cutés quand même, un petit peu ramassés sur les bords. Mais bon, ça n'enlève rien à la puissance du récit. En fait, déjà, il faut se dire que dans le film, on retrouve toutes les obsessions de Paolo Sorrentino. C'est-à-dire la politique, d'une part, c'est quelque chose qu'il a traité plusieurs fois, notamment dans Il Divo, pour en citer un. Donc, c'est la politique. Je crois, sur le président du conseil précédent. Le précédent président du conseil, qui était quelqu'un qui est complètement opposé, dans le style en tout cas, à Berlusconi. Après, il était assez corrompu lui aussi. Voilà, mais la résultante est assez similaire, mais dans un style totalement différent. Et donc voilà, surtout la politique italienne, évidemment, chez Sorrentino, c'est ça qui l'intéresse, c'est aussi de tirer un portrait de l'Italie à travers ses films en général, de la vanité d'une certaine façon, d'une grandeur perdue. Il est assez nostalgique, je sais pas si c'est le mot en tout cas, mais il est assez déçu un petit peu par son pays. Il lui renvoie bien dans la tête assez régulièrement. Même par l'époque en général, c'est-à-dire qu'il a toujours des personnages qui sont désabusés, des personnages qui sont même en décalage avec leur époque profondément. Ça se voyait particulièrement dans ce chef-d'œuvre absolu, j'insiste sur La Grande Bellezza, qui était sorti en 2013, un des films les plus importants de ces 30 dernières années, et je pose là. Mais voilà, clairement on a des personnages comme ça qui sont en décalage, qui essaient de retrouver un sens à leur vie. Et donc c'est assez amusant qu'il réutilise encore une fois le Tony Servillo pour cette fois-ci, qui était donc le personnage central, Jep de La Grande Bellezza, et aussi d'Il Divo. Il incarnait déjà le président du conseil. J'ai oublié son nom, je suis pas une spécialiste de la politique italienne. Moi non plus, je te rassure. Voilà, donc désolé. Mais donc voilà, cette fois-ci il réutilise Tony Servillo, qui est vraiment un acteur emblématique du cinéma italien, qui a... Et de fait du cinéma de Sorrentino maintenant. De Sorrentino évidemment, du cinéma italien en général. C'est quelqu'un qui a tendance à donner la température du pays, qui dénonce pas mal à travers ses rôles aussi. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment on s'attend à un portrait de Berlusconi, un portrait à charge. Et c'est là où le film est assez intéressant, c'est-à-dire qu'en soi, il n'est pas en train de dire que Berlusconi c'est un mec sympa, hein. Jamais, à aucun moment il va en faire un type cool. Mais il s'acharne pas non plus. C'est-à-dire que pas besoin d'aller dans les caricatures, pas besoin d'aller dans quelque chose d'excessif, il suffit juste de montrer Berlusconi pour comprendre que ce type, c'est quand même un sacré rapace, quoi. C'est vraiment un sacré salaud. Et ce qui est intéressant, c'est que le portrait démarre sans qu'on voit jamais Berlusconi. C'est-à-dire qu'on commence le portrait de Berlusconi par ceux qui l'entourent, par ceux qui veulent l'atteindre. On a le personnage de Riccardo Scarmaccio, qui est un type qui veut s'élever dans la société, qui veut, qui a un espèce de mafieux, c'est pas le mot, mais bon, il a des méthodes de mafieux, qui a la petite semaine dans une petite ville d'Italie, et qui veut clairement monter les échelons, et qui se dit que le seul moyen pour y arriver, c'est d'atteindre Silvio Berlusconi. Donc à chaque fois on voit des personnages qui parlent entre eux de Silvio, lui, mais sans jamais qu'on le voit. On a juste son portrait parce qu'en disent les autres. Et
la sorte d'admiration qu'ils ont pour lui, une admiration un petit peu teintée de aussi, tout le monde sait ses méthodes, tout le monde sait comment il est. On le juge, mais on aimerait bien faire comme lui. Et après, on arrive vraiment sur le personnage de Berlusconi. C'est assez amusant. Riccardo Scarmacci organise une énorme soirée dans une villa en face de celle de Berlusconi, qui est j'ai peur de dire une bêtise, en Sardaigne. Et parce qu'on n'est jamais à Rome, très très peu. Non, on n'est jamais d'ailleurs à Rome. Et donc voilà, on a cette grosse soirée pour lui attirer son regard. Pour l'attirer. Et en fait, finalement, lui est dans son jardin, voit cette espèce de bacchanal en face de chez lui, et retourne dans son immense villa, comme si une de plus, une de moins. Oui. Et là, on arrive sur ce personnage-là. Et donc, il le dépeint comme évidemment un menteur, mais surtout comme un vendeur. C'est assez fascinant. Il y a une scène incroyable, une espèce de one-man show de Tony Servillo formidable, une scène complètement fictive, où il appelle une Italienne, comme ça, genre il sort le bottin, et il appelle une Italienne au hasard. Pour la convaincre d'acheter un appartement. Pour la convaincre d'acheter un appartement, exactement. Et il est là, un appartement qui n'existe pas du tout. Et il va retourner le cerveau. Juste pour se prouver qu'il est capable de convaincre encore. Exactement, qu'il est capable de convaincre, qu'il est capable toujours de vendre de l'illusion. Oui. Ce qui est son fonds de commerce, en fait. Et c'est pour ce convaincre, parce qu'il est dans cette reconquête de pouvoir, clairement, et là, il est en train de se redonner un petit peu de baume au cœur, un petit peu un ego boost à travers ça, en disant, si j'arrive à convaincre cette femme, j'arriverai à convaincre l'Italie de me remettre au pouvoir. Oui. Et donc, c'est assez intéressant. Il est très pathétique, c'est un personnage pathétique, c'est un personnage qui s'écoute beaucoup, c'est un personnage qui combat le temps avec ses implants capillaires, avec sa peau burinée par les UV. C'est un espèce de clown triste permanent. Et donc, encore une fois, Paolo n'est pas en train de... Paolo, parce que je le connais bien. C'est un copain. Bien sûr. C'est un pote. Non, mais voilà, Paolo Sorrentino n'est jamais en train de dire il faut admirer ce type-là. Il y a une forme d'admiration, d'une certaine façon, c'est-à-dire c'est incroyable qu'un type... Voilà, une fascination, c'est-à-dire comment ce type-là peut a pu autant squatter le pouvoir, a pu autant avoir de pouvoir, parce qu'après il y a les chaînes de télé, il y a tout ce qu'il possède à côté. C'est quelqu'un de richissime, c'est je sais plus, je crois que c'est la 9e fortune d'Italie ou un truc comme ça. Enfin, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Comment ce type qui est un marchand de tapis a pu s'élever aussi haut avec sa vulgarité, avec son rapport aux femmes qui est détestable. Ça, il le montre. Alors, encore une fois, c'est un festival de petits culs, le film, clairement. Ça, c'est juste... les bunga bunga, elles sont là. Il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, Paolo n'est pas en train de dire que c'est quelque chose de bien. Il montre bien le regard libidineux, le regard, et en même temps triste de ce type qui a besoin de s'entourer de ça, de jeunes filles, pour se rassurer sur sa propre virilité. Oui. C'est quand même triste de chez triste. Et en même temps, c'est là où ce qui est intéressant dans le film, c'est tout le titre qui est là-dedans. Le titre est Loro, donc ça veut dire les autres, en gros, leur, les autres, c'est la troisième personne du pluriel en italien. Et parce qu'en fait, il n'est pas à charge sur ce Berlusconi, il est à charge sur ceux qui l'entourent. Il est à charge sur le peuple italien. Il est à charge sur deux types de personnes, à la fois ceux qui l'ont mené au pouvoir, le peuple qui l'a élu. Donc, comment le peuple a pu se laisser berner à ce point-là ? Il en veut beaucoup. Parce que voilà, qu'il soit un marchand de tapis dans son coin, c'est son problème. Oui. Mais que d'un seul coup, on lui permette d'atteindre le pouvoir, ça, c'est un autre souci. Et encore plus, il en veut à tous ces espèces de Machiavel autour de lui, tous ces espèces de Rastignac qui veulent absolument eux aussi une part du pouvoir et qui vont se servir des méthodes de Berlusconi, se servir de lui, se rapprocher de lui pour eux aussi avoir leur part du gâteau. Et là, il les rate pas. Ceux-là, il les rate pas du tout. Et il va juste il va les pilonner en place publique. Et c'est ça que je trouve assez fascinant. C'est là où, encore une fois, il y a tout le mordant de Paolo Sorrentino, il y a toute la force et la violence de Paolo Sorrentino sur son propre pays. C'est un film qui a été difficilement accepté dans son pays, parce que les Italiens, ils aiment pas trop personne n'aimerait ça d'ailleurs. Personne aimerait qu'on mette le nez dedans. Sinon, il y avait un film comme ça qui nous attaquait sur ce qu'on avait pu faire au niveau de nos politiques ou quoi que ce soit. Il suffit de voir n'importe quel film qui se fait sur l'Algérie, on se vexe en deux. Donc, on n'aime pas du tout qu'on nous mette le nez dedans. Et ben, c'est pareil pour les Italiens. Donc, c'est pour ça que le film a une force démentielle. Et encore une fois, on a tout évidemment ce style incroyable. Je l'ai dit au début, mais je le répète parce que vraiment, ce qui est fabuleux chez Sorrentino, c'est un mélange de classicisme et de modernité totale, des grands panneaux, des plans très signifiants
qui ressemblent à des tableaux. Parfois, on a l'impression d'être dans du Caravage, tellement c'est incroyable en termes de cinématographie. Le film est stupéfiant. Il n'arrête pas d'alterner, évidemment, entre le drame et l'humour. Toujours, c'est un personnage, on n'oublie pas que c'est un espèce de au fond, c'est presque comique de voir Berlusconi trafiquer avec des députés ou des sénateurs pour retourner au pouvoir avec des vraies grosses méthodes de mafieux. Donc, en permanence, il est dans cette critique-là. Il y a une première scène incroyable avec un mouton qui regarde la télé et qui finit par mourir. Et donc ça, c'est absolument fabuleux. C'est-à-dire que tout le film est contenu dans ce plan en réalité. C'est-à-dire qu'il considère le peuple italien comme des moutons et qui est fasciné par la merde. Donc, parce que c'est un jeu télévisé produit par Berlusconi. Et il dit, vous vous laissez captiver par ça et vous allez en mourir. Et je trouve que c'est assez... encore une fois, c'est très, très à charge. C'est comme d'habitude, c'est grandiose et puis surtout c'est très contemporain puisque à travers ce type de critique et de la société italienne et de Berlusconi, il engueule le monde entier qui fait ce même type d'erreur, comme par exemple finalement quelqu'un comme Trump qui se retrouve élu aux États-Unis. Si un Trump a pu être élu, c'est littéralement parce qu'un Berlusconi a pu arriver au pouvoir. C'est le même type de personnalité. Donc il est vraiment, vraiment en colère contre les gens, mais toujours il le fait de la plus belle des manières. Donc je recommande évidemment d'aller voir Silvio et les autres. Loro. En version originale, c'est à découvrir donc au cinéma. Et notre temps est écoulé. Merci beaucoup Perrine, merci à Jules à la technique, à l'antenne Paris pour l'accueil. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Binge.